Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, tous les soirs nous mettons tout en œuvre pour vous faire apprécier des œuvres de la littérature française et parfois étrangère. D'autres fois également, nous interviewons donc des auteurs contemporains. Ce soir, donc, je vais vous lire un roman qui se nomme Splendeur et misère des courtisanes d'Honoré de Balzac. Roman que j'ai commencé dans une émission précédente. Donc je vais poursuivre la lecture de ce roman. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Pour vous mettre un petit peu en haleine, ce roman traite donc de la prostitution et du crime. Andoche Finot était le propriétaire d'une revue où Lucien avait travaillé presque gratis et que Blondet enrichissait par sa collaboration, par la sagesse de ses conseils et la profondeur de ses vues. Finot et Blondet personnifiaient Bertrand et Raton, à cette différence près que le chat de La Fontaine finit par s'apercevoir de sa duperie et que, tout en se sachant dupé, Blondet servait toujours Finot. Ce brillant condottière de plumes devait en effet être pendant longtemps esclave. Finot cachait une volonté brutale sous des dehors lourds, sous les pavots d'une bêtise impertinente, frottée d'esprit comme le pain d'un manœuvre et frotté d'ail. Il savait engranger ce qu'il glanait, les idées et les écus, à travers les champs de la vie dissipée que mènent les gens de lettres et les gens d'affaires politiques. Blondet, pour son malheur, avait mis sa force à la solde de ses vices et de sa paresse. Toujours surpris par le besoin, il appartenait au pauvre clan des gens éminents qui peuvent tout pour la fortune d'autrui, sans rien pouvoir pour la leur. Des Aladins qui se laissent emprunter leurs lampes. Ces admirables conseillers ont l'esprit perspicace et juste, quand il n'est pas tiraillé par l'intérêt personnel. Chez eux, c'est la tête et non le bras qui agit. De là le décousu de leurs mœurs et de là le blâme dont les accablent les esprits inférieurs. Blondet partageait sa bourse avec le camarade qu'il avait blessé la veille. Il dînait, trinquait, couchait avec celui qui l'égorgerait le lendemain. Ces amusants paradoxes justifiaient tout. En acceptant le monde entier comme une plaisanterie, il ne voulait pas être pris au sérieux. Jeune, aimé, presque célèbre, heureux, il ne s'occupait pas, comme Finot, d'acquérir la fortune nécessaire à l'homme âgé. Le courage le plus difficile est peut-être celui dont avait besoin Lucien en ce moment pour couper Blondet, comme il venait de couper Madame d'Espard et Châtelet. Malheureusement, chez lui, les jouissances de la vanité gênaient l'exercice de l'orgueil qui, certes, est le principe de beaucoup de grandes choses. Sa vanité avait triomphé dans sa précédente rencontre. Il s'était montré riche, heureux et dédaigneux avec deux personnes qui, jadis, l'avaient dédaigné, pauvre et misérable. Mais un poète pouvait-il, comme un diplomate vieilli, rompre en visière à deux, soi-disant amis qui l'avaient accueilli dans sa misère, chez lesquels il avait couché durant les jours de détresse? Finot, Blondet et lui s'étaient avilis de compagnie. Ils avaient roulé dans des orgies qui ne dévoraient pas que l'argent de leurs créanciers. Comme ces soldats qui ne savent pas placer leur courage. Lucien fit alors ce que font bien des gens de Paris. Il compromit de nouveau son caractère en acceptant une poignée de main de Finot, en ne refusant pas à la caresse de Blondet. Quiconque a trempé dans le journalisme, où il trempe encore, et dans la nécessité cruelle de saluer les hommes qu'il méprise, de sourire à son meilleur ennemi, de pactiser avec les plus fétides bassesses, de se salir les doigts en voulant payer ses agresseurs avec leur monnaie. On s'habitue à voir faire
le mal à le laisser passer. On commence par l'approuver, on finit par le commettre. À la longue, l'âme, sans cesse maculée par de honteuses et continuelles transactions, s'amoindrit. Le ressort des pensées nobles se rouille. Les gonds de la banalité s'usent et tournent de même. Les alcestes deviennent des philinthes. Les caractères se détrempent. Les talents s'abâtardissent. La foi dans les belles œuvres s'envole. Tel qui voulait s'enorgueillir de ces pages se dépense en de tristes articles que sa conscience lui signale tôt ou tard comme autant de mauvaises actions. On était venu, comme Lousteau, comme Vernou, pour être un grand écrivain. On se trouve un impuissant folliculaire. Aussi ne saurait-on trop honorer les gens chez qui le caractère est à la hauteur du talent. Les d'Arthez, qui savent marcher d'un pied sûr à travers les écueils de la vie littéraire. Lucien ne sut rien répondre au patelinage de Blondet, dont l'esprit exerçait d'ailleurs sur lui d'irrésistibles séductions, qui conservait l'ascendant du corrupteur sur l'élève, et qui d'ailleurs était bien posé dans le monde par sa liaison avec la comtesse de Montcornet. « Avez-vous hérité d'un oncle ?» lui dit Finot, d'un air railleur. « J'ai mis, comme vous, les sceaux en coupe réglée, lui répondit Lucien sur le même ton. Monsieur aurait une revue, un journal quelconque, reprit Andoche Finot avec la suffisance impertinente que déploie l'exploitant envers son exploité. J'ai mieux, répliqua Lucien, dont la vanité, blessée par la supériorité qu'affectait le rédacteur en chef, lui rendit l'esprit de sa nouvelle position. Et qu'avez-vous, mon cher ? J'ai un parti. Il y a le parti Lucien, dit en souriant Vernou. Finot, te voilà distancé par ce garçon-là. Je te l'ai prédit, Lucien a du talent. Tu ne l'as pas ménagé, tu l'as roué. Repens-toi, gros butor, reprit Blondet. Fin comme le musc, Blondet vit plus d'un secret dans l'accent, dans le geste, dans l'air de Lucien. Tout en l'adoucissant, il sut donc resserrer par ses paroles la gourmette de la bride. Il voulait connaître les raisons du retour de Lucien à Paris, ses projets, ses moyens d'existence. À genoux devant une supériorité que tu n'auras jamais, quoi que tu sois Finot, reprit-il. Admets, monsieur, et sur le champ, au nombre des hommes forts à qui l'avenir appartient. Il est des nôtres, spirituel et beau. Ne doit-il pas arriver par tes quibuscumquevis? Le voilà dans sa bonne armure de Milan, avec sa puissante dague à moitié tirée et son penon arboré. Tudieu! Lucien, où donc as-tu volé ce joli gilet? Il n'y a que l'amour pour savoir trouver de pareilles étoffes. Avons-nous un domicile? Dans ce moment, j'ai besoin de savoir les adresses de mes amis. Je ne sais où coucher. Finot m'a mis à la porte pour ce soir, sous le vulgaire prétexte d'une bonne fortune. Mon cher, répondit Lucien, j'ai mis en pratique un axiome avec lequel on est sûr de vivre tranquille. Fugge, latte, tace. Je vous laisse. Je veux bien la traduction de ce petit proverbe. Mais je ne te laisse pas que tu ne t'acquittes envers moi d'une dette sacrée, ce petit souper, hein? Dit Blondet, qui donnait un peu trop dans la bonne chère et qui se faisait traiter quand il se trouvait sans argent. Quel souper? Reprit Lucien en laissant échapper un geste d'impatience. Tu ne t'en souviens pas? Voilà.
où je reconnais la prospérité d'un ami. Il n'a plus de mémoire. Il sait ce qu'il nous doit. Je suis garant de son cœur, reprit Finot, en saisissant la plaisanterie de Blondet. Rastignac, dit Blondet, en prenant le jeune élégant par le bras au moment où il arrivait en haut du foyer et auprès de la colonne où se tenaient les soi-disant amis. Il s'agit d'un souper. Vous serez des nôtres, à moins que, monsieur, reprit-il sérieusement en montrant Lucien, ne persiste à nier une dette d'honneur. Il le peut. Monsieur de Rubempré, je le garantis, en est incapable, dit Rastignac, qui pensait à toute autre chose qu'à une mystification. Voilà Bixiou, s'écria Blondet. Il en sera. Rien de complet sans lui. Sans lui, le vin de champagne m'empâte la langue, et je trouve tout fade. Même le piment des épigrammes. Mes amis, dit Bixiou, je vois que vous êtes réunis autour de la merveille du jour, notre cher Lucien. Recommencent les métamorphoses d'Ovide. De même que les dieux se changeaient en de singuliers légumes et autres pour séduire des femmes. Il a changé le chardon en gentilhomme pour séduire quoi? Charles X? Mon petit Lucien, dit-il en le prenant par un bouton de son habit. Un journaliste qui passe grand seigneur mérite un joli charivari. À leur place, dit l'impitoyable railleur en montrant Finot et Vernou. Je t'entamerai dans leur petit journal. Tu leur rapporterais 100 de francs, 10 colonnes de bons mots. Bixiou, dit Blondet, un amphitryon nous est sacré 24 heures auparavant et 12 heures après la fête. Notre illustre ami nous donne à souper. Comment, reprit Bixiou. Mais quoi de plus nécessaire que de sauver un grand nom de l'oubli, que de doter l'indigente aristocratie d'un homme de talent? Lucien, tu as l'estime de la presse, de laquelle tu étais le plus bel ornement, et nous te soutiendrons. Finot, un entrefilet au premier pari. Blondet, une tartine insidieuse à la 4e page de ton journal. Annonçons l'apparition du plus beau livre de l'époque, L'Archer de Charles IX. Supplions Doria de nous donner bientôt les Marguerites, ces divins sonnets du Pétrarque français. Portons notre ami sur le pavois de papier timbré qui fait et défait les réputations. Si tu veux à souper, dit Lucien à Blondet, pour se défaire de cette troupe qui menaçait de se grossir, il me semble que tu n'avais pas besoin d'employer l'hyperbole et la parabole avec un ancien ami, comme si c'était un niais. À demain soir, chez Lointier, dit-il vivement en voyant venir une femme vers laquelle il s'élança. Oh, 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 dit Bixiou, sur 3 tons et d'un air railleur en paraissant reconnaître le masque au devant duquel allait Lucien. Ceci mérite confirmation. La torpille. Et il suivit le joli couple, le devança, l'examina d'un œil perspicace et revint à la grande satisfaction de tous ces envieux intéressés à savoir d'où provenait le changement de fortune de Lucien. Mes amis, vous connaissez de longue main la bonne fortune du sire de Rubempré, leur dit Bixiou. C'est l'ancien rat des Lupeaulx. L'une des perversités maintenant oubliées, mais qui, en usage au commencement de ce siècle, était le luxe des rats. Un rat, mot déjà vieilli, s'appliquait à un enfant de 10 à 11 ans, comparse à quelques théâtres, surtout à l'opéra, que les débauchés formaient pour le vice et l'infamie. Un rat était une espèce de page infernale, un gamin femelle à qui se pardonnaient les bons tours. Le rat pouvait tout prendre, il fallait s'en défier comme d'un animal dangereux. Il introduisait dans la vie un élément de gaieté, comme jadis les Scapins, les Sganarelle et les Frontins dans l'ancienne comédie. Un rat était trop cher
Il ne rapportait ni honneur, ni profit, ni plaisir. La mode des rats passa si bien qu'aujourd'hui peu de personnes savaient ce détail intime de la vie élégante avant la Restauration, jusqu'au moment où quelques écrivains se sont emparés du rat comme d'un sujet neuf. Comment Lucien, après avoir eu Coralie tuée sous lui, nous ravirait la torpille, dit Blondet. En entendant ce nom, le masque aux formes athlétiques laissa échapper un mouvement qui, bien que concentré, fut surpris par Rastignac. « Ce n'est pas possible, » répondit Finot. « La torpille n'a pas un liard à donner. Elle a emprunté, m'a dit Nathan. 1000 francs à Florine. »« Oh, messieurs, dit Rastignac en essayant de défendre Lucien contre de si odieuses imputations. « Eh bien, s'écria Vernou, l'ancien entretenu de Coralie, est-il donc si bégueule ?»« Oh, ces 1000 francs-là, dit Bixiou, me prouvent que notre ami Lucien vit avec la torpille. Quelle perte irréparable fait l'élite de la littérature, de la science, de l'art et de la politique, dit Blondet. La torpille est la seule fille de joie en qui s'est rencontrée l'étoffe d'une belle courtisane. L'instruction ne l'avait pas gâtée. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle nous aurait compris. Nous aurions doté notre époque d'une de ces magnifiques figures aspasiennes sans lesquelles il n'y a pas de grand siècle. Voyez comme la du Barry va bien au XVIIIe siècle, Ninon de l'Enclos au XVIIe, Marion de l'Orme au XVIe, Imperia au XVe, Flora à la République romaine, qu'elle fit son héritière et qui put payer la dette publique avec cette succession. Que serait Horace sans Lydie, Tibulle sans Délie, Catulle sans Lesbie, Properce sans Cynthie, Démétrius sans l'ami, qui fait aujourd'hui sa gloire. Blondet, parlant de Démétrius, dans le foyer de l'opéra, me semble un peu trop débat, dit Bixiou à l'oreille de son voisin. Et sans toutes ces reines, que serait l'empire des Césars, disait toujours Blondet. Laïs, Rhodope sont la Grèce et l'Égypte. Toutes sont d'ailleurs la poésie des siècles où elles ont vécu. Cette poésie qui manque à Napoléon, car la veuve de sa grande armée est une plaisanterie de caserne, n'a pas manqué à la Révolution qu'a eue Madame Tallien. Maintenant en France, où c'est à qui trônera, certes, il y a un trône vacant. À nous tous, nous pouvions faire une reine. Moi, j'aurais donné une tante à la torpille, car sa mère est trop authentiquement morte au champ du déshonneur. Du Tillet lui aurait payé un hôtel, Lousteau une voiture, Rastignac des laquais, des lupeaulx, un cuisinier, Finot des chapeaux. Finot ne put réprimer un mouvement en recevant cette épigramme à bout portant. Vernou lui aurait fait des réclames, Bixiou lui aurait fait ces mots. L'aristocratie serait venue s'amuser chez notre Ninon, où nous aurions appelé les artistes sous peine d'articles mortifères. Ninon, il aurait été magnifique d'impertinence, écrasante de luxe. Ninon II, excusez-moi, aurait été magnifique. Elle aurait eu des opinions. On aurait lu chez elle quelques chefs-d'œuvre dramatiques défendus qu'on aurait eu au besoin fait faire exprès. Elle n'aurait pas été libérale. Une courtisane est essentiellement monarchique. Ah, quelle perte! Elle devait embrasser tout son siècle. Elle aime avec un petit jeune homme. Le sien fera quelques chiens de chasse. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma deuxième lecture de ce roman. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt.